Hello Nakama, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on va parler du compilateur et de l'interpréteur. Et donc, avant de commencer, on va compléter notre carte. Donc, vous voyez que ici, j'ai mis les éléments en gris parce que tous les éléments qui seront en bout de fil, c'est-à-dire qui seront les derniers éléments, seront toujours en gris et auront ces connexions droites, ces connexions simples. Donc là, c'est tout ce qu'on a vu en termes d'algorithme. Et donc, on aura aussi maintenant ici de ce côté compiler and interpreter. Voilà. Du coup, j'agrandis un peu comme ça. Et donc, on va aussi lier ça rapidement. Ok. On va lier à ceci. Et donc, voilà. Donc, sans plus tarder, on va parler du compilateur et de l'interpréteur. Déjà, c'est quoi un compilateur, c'est quoi un interpréteur? Je prends un texte comme ça. Texte editor et on va définir les termes. Alors on dit compilateur, disons c'est un outil qui permet de transformer le code source en code machine. Alors le code source, c'est le code en texte brut et qui va concerner un langage, qui va respecter la syntaxe d'un langage de programmation. Par exemple, on a vu l'exemple en C, exemple en JavaScript, Java. Donc c'est ça le code source, le code que vous écrivez en un langage compréhensible. Donc là, on peut définir ça directement ici. Code source, c'est le texte brut qui respecte la syntaxe d'un langage de programmation précis. Voilà. Et donc, on a le code de source et puis on a le code de machine qui est le code compréhensible par notre ordinateur. Alors le code de machine, c'est un code sous forme de 0 et de 1. Mais qui peuvent être représentés plus simplement parce qu'on appelle aussi le code assembleur. Donc, on va parler de tout ça en détail lorsqu'on va entrer dans le langage de programmation C. Là, il va expliquer plus en détail, il va d'abord expliquer les différents types de langage, voilà, et leur utilité avant d'entrer dans le C proprement dit. Donc là, juste ce qu'il faut retenir, c'est qu'un compilateur, c'est un outil qui permet de transformer notre code source en code machine qui est compréhensible donc, par notre machine. Et donc maintenant, l'interpréteur, c'est quoi? Donc interpréteur, c'est un outil qui permet il permet en fait d'exécuter directement notre programme à partir du code source. Donc lui, ce qu'il fait, c'est que il prend ton code source et lui, il prend chaque instruction, il la traduit directement cette ligne et puis il exécute directement. Donc lui, il ne crée pas de code de fichier machine, il ne crée pas de code de machine. Lui, directement, il exécute en fait. Donc en transformant la ligne d'instruction en code, directement il exécute. Donc ce qui fait qu'à la fin, vous n'avez pas de fichier que vous pouvez envoyer à une personne plus tard.
Voilà, c'est juste l'interpréteur, lui, comme on dit, il interprète juste votre code. Il regarde la ligne, il vous donne le résultat, il regarde, il vous donne le résultat. Alors que le compilateur, lui, il vous donne un fichier à la fin exécutable que vous pouvez transférer à une autre personne pour qu'il puisse exécuter aussi à son tour. Voilà. Et donc du coup, pour l'interpréteur, par exemple, lorsque vous avez votre code source, si une autre personne veut tester votre code source, veut tester votre programme, il doit avoir votre code source et il doit aussi avoir l'interpréteur installé chez lui. Alors qu'avec le compilateur, il n'a pas besoin. Si le fichier, parce que le compilateur donne un fichier exécutable et qui est directement exploitable par la machine parce qu'il peut être exécuté directement par le système d'exploitation. C'est vrai qu'il y a des nuances maintenant. Il y a par exemple le Java qui peut compiler à un type de fichier intermédiaire, on peut dire, qui sera encore exécuté toujours par on peut dire par son interpréteur à lui, Java, dans sa machine virtuelle. Donc, voici une image pour parler un peu de tout ça. Donc, ici, on voit par exemple High Level Source File. Donc, quand on dit High Level, c'est-à-dire qu'on parle des langages de programmation de niveau élevé qui utilisent des syntaxes plus ou moins simples, qui ressemblent à l'anglais et voilà, qui sont plus ou moins compréhensibles par l'homme. Donc là, il a écrit par exemple une petite ligne de code ici, un petit calcul qui va entrer dans une variable array. Donc, ici, c'est le cas de l'interpréteur. Là, le code source est là. L'interpréteur, on va transformer tout ça et directement, vous avez votre résultat à la sortie. Donc, il exécute en fait directement votre code. Alors que pour le compilateur, compiler, il va prendre votre code source, le transformer en code machine, un fichier. Parce que vous aurez un fichier, comme j'ai dit. Ici, vous n'avez pas de fichier à la fin. Ça exécute directement et c'est tout. Là, vous avez un fichier. Donc, vous voyez que ça met les 0, 1, 0, 0, 1. Parce que ça, c'est le code machine. C'est ce que la machine comprend. Tout ce que vous avez écrit ici se traduit en suite des 0 et des 1. Donc, chaque ligne d'instruction, chaque commande que vous dites, que vous donnez à partir d'un langage. Par exemple, quand on faisait print pour afficher, print en fait, ça a son code. Ça peut être par exemple ce 0, 1, 0, 1. Voilà, ça a son code. Et puis les données ont aussi leur code. Les variables ont leur code. Tout ça sont sous forme de 0 et de 1. Parce que la machine ne comprend que ça. 0 volts ou 5 volts. Et donc, après, vous pouvez maintenant exécuter ce fichier. Donc, soit c'est exécuté directement par le système d'exploitation. C'est-à-dire votre machine peut directement exécuter. Donc, si vous avez par exemple dans Windows les fichiers .exe, voilà, ce sont ces fichiers-là. Lorsque vous pouvez directement double-cliquer, le système se charge de lancer. Pas besoin d'un logiciel tiers pour les lancer. Et c'est vrai que maintenant, on va voir le cas de Java est un peu particulier parce que il compile votre code source à un code intermédiaire qui sera en point classe. C'est vrai qu'après ça, maintenant, vous pouvez utiliser un outil encore pour... voilà, on va parler du linkage. Plus tard, dans la prochaine vidéo, on va parler du linkage qui permet de lier tous les fichiers objets, tous les fichiers classes. Donc, on va parler un peu de tout ça. Donc là, nous restons sur le compilateur interpréteur. Donc, on fait un petit test. Là, je vais lancer. On va ouvrir test.c. Donc, voici le code, par exemple, en C. Là, je vais splitter mon écran. Ok, un petit bug. Ok, donc là, vous allez voir la commande pour compiler. Donc, j'ai eu à utiliser ça beaucoup de fois, GCC. Donc, c'est GNU C compiler. Donc, compilateur C GNU. C'est-à-dire, quand on dit GNU, c'est... Bon, disons, pour l'instant, on va dire que c'est la norme qui régit en fait l'environnement graphique de Linux, GNU. Donc on va aussi parler de ça quand on va entrer dans le système d'exploitation proprement dit. Et donc là c'est la commande pour compiler.
suivi maintenant du nom du fichier que vous voulez compiler. Donc vous faites ça. Donc là c'est la commande basique parce qu'il y a plusieurs options que vous pouvez utiliser. Quand vous faites ça comme ça, vous faites maintenant, bon, vous lister la liste des fichiers et c'est ce fichier ici qui est créé. Donc par défaut il crée un fichier e.out. Donc si vous êtes sur Windows, ça va créer plutôt un fichier .exe. Voilà. Donc par défaut il crée un .out, mais vous pouvez choisir de donner le nom du fichier avec un paramètre. Donc vous mettez -o. Maintenant voilà, -o, le nom que vous voulez à la fin, on peut appeler ça file. Voilà, file, juste comme ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'extension lorsque vous êtes sur Linux, mais sur Windows, voilà, c'est obligé de mettre .exe. Enfin, l'exécutable sur Windows prend .exe, mais sur Linux c'est pas obligé. Soit ça prend .out comme ça, soit il n'y a rien. Donc ceci -o file, c'est pour dire donne-moi le nom. Voilà, le output qui va sortir, vous l'appelez ça file, le nom qui va sortir. Et maintenant on précise voilà, le nom du fichier source à compiler. Donc on peut faire l'inverse, on peut mettre le fichier source juste avant. Donc si je lance et que j'affiche, voilà, voici ça ici en vert. Donc c'est un fichier exécutable file. Donc on peut lancer, vous allez voir que ça va donner le même résultat. Donc pour exécuter ici, je peux faire une commande, vous ne soyez pas double-cliquer. Mais si je ne vais pas double-cliquer, on ne va pas bien voir, ça ne va pas ouvrir, voilà. Ça ne va pas ouvrir un terminal. Tu vois le résultat. Donc si je lance file, donc c'est ./file. Le résultat de la fonction, voilà, c'est le même résultat. Donc ça, j'ai créé deux fichiers à partir du même fichier source. Donc ça c'est le compilateur C. Dans chaque langage a son compilateur. Et on va voir que vous pouvez avoir un environnement de développement qui vous regroupe à la fois un compilateur, il y aura un débugger, donc je vais parler de ça, et un éditeur de texte. Donc là j'utilise tout ça séparément. Donc là j'ai un éditeur qui s'appelle Nano, voilà, qui est pour le terminal. Et ici là je fais mes commandes, donc j'ai divisé en deux, je fais mes commandes ici là pour compiler. Voilà, mais dans les environnements de développement intégrés, vous avez tout ça intégré dans un seul logiciel. Donc ça sera la dernière vidéo de cette playlist. Et donc par exemple, si on prend un code source Java, j'ai un Java ici. Donc ce que je fais, je viens ici, je ferme ça. Le même jour mon test.java. Donc voilà mon code Java ici qui va afficher, voilà, une petite fonction mathématique ici pour voir le nombre le plus grand parmi 3 et 2,9. Donc ça sera 3 que ça va afficher. Et donc comme j'ai dit, il y a les langages qui compilent votre fichier source, qui est ceci, à un fichier intermédiaire. Donc on peut dire que c'est comme une pseudo-compilation. Donc là, sans plus tarder, je fais test Java C. Donc Java C, lorsque vous installez le JDK, donc c'est le Java Development Kit. Donc le kit de développement pour Java, vous avez Java C pour compiler et vous avez Java pour exécuter. Donc si je compile comme ça, ça va créer un fichier classe. Donc le fichier classe, c'est en fait dans le code j'ai créé une classe, c'est ça, la classe test. Donc c'est ce que je suis censé voir comme fichier à la fin. Donc si je fais ls, voilà, voici mon fichier classe juste ici, test.class. Donc lui on ne peut pas l'exécuter directement, on est obligé de passer par l'interpréteur de Java. Donc comme j'ai dit, la commande c'est Java pour exécuter. Donc là en fait l'interpréteur maintenant ici en Java peut exécuter soit le fichier de source directement. Donc si je fais Java test.java, là il va exécuter directement. Ça veut dire que voilà, il passe toujours par l'étape de compilation, mais il ne génère pas de fichier directement. Il fait, voilà le résultat. Et maintenant je peux aussi exécuter le fichier qui a été compilé donc par la pseudo compilation. Donc j'ai expliqué pseudo parce que ça c'est pas un fichier exécutable, c'est un fichier pour une classe qui s'exécute toujours avec un élément de Java. Voilà, c'est pas la machine qui exécute directement. Et là
je mets juste test, je mets plus point classe parce que le Java, voilà, le Java dit que quand vous voulez exécuter ses fichiers, son fichier classe, vous ne mettez pas point classe, sinon ce que ça va faire, ça va mettre, parce que en fait ça ajoute classe directement seul, donc ça va faire ceci, et ça c'est une erreur. Donc c'est pour ça qu'on ne met pas point classe, ça ajoute tout seul. Ah, voilà, ça exécute. Donc là c'est pour Java. Donc on a un compilateur Java, on a un compilateur en C qui est GCC. Donc chaque langage a besoin de son compilateur. Vous avez besoin de son compilateur pour tester votre code. Et maintenant, il y a les langages maintenant. Il y a les langages interprétés, donc les langages qui s'interprètent juste comme le langage Python. Donc si on ouvre un Python là, test.python, voilà, .py. Là on peut faire directement un petit print comme ça, bonjour. Voilà, ici il n'y a pas de point virgule en Python. Donc là, vous allez voir, on fait juste Python 3. Donc Python 3 parce que c'est la version 3 que j'ai installée ici sur ma machine. Mais si vous avez une version 2, ça sera Python 2. Si c'est la version 1, juste Python. Après, ça dépend de votre configuration des variables d'environnement. Vous pouvez avoir toujours Python 3 et vous faites la commande Python. Donc, ça dépend vraiment de la configuration. Donc là, je fais Python 3. Et là, c'est la commande de l'interpréteur Python. Donc là, j'ai un code source Python et directement, il va m'exécuter mon code sans créer de fichier comme j'ai expliqué. Donc, voilà, je compile mon fichier. Donc, enfin, j'exécute mon fichier test.py et il m'affiche bonjour. Donc ici aussi il n'y a pas de fichier créé ici. Là c'est un langage interprété et donc une commande de son interpréteur Python. Donc cette vidéo, donc le but de ça c'est d'expliquer que comme outil que vous avez besoin pour vous lancer dans la programmation, pour programmer, vous avez besoin déjà de faire les algorithmes, comme j'ai expliqué, tout ce qui concerne les algorithmes. Et vous avez besoin maintenant d'un compilateur ou d'un interpréteur ou des deux pour tester vos codes. Voilà. Donc quand vous dites que je programme en C, vous n'avez pas dit que j'ai installé C. Vous avez dit que j'ai installé le compilateur C. Ou maintenant vous allez plutôt dire j'ai installé un environnement de développement pour le langage C parce qu'il intègre le compilateur et d'autres choses comme le debugger, voilà, et le linker. On va parler de ça dans la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, on va parler du linkage, et juste après, la vidéo qui vient après, ça sera le debugger. On va parler du debugger. Donc on a vu un peu le debugger GDB dans une des vidéos. Voilà, on a vu, ça permet d'exécuter pas à pas un programme. Ça, maintenant dans les environnements de développement intégré, ça vous donne, par exemple, quand vous exécutez, ça vous donne l'erreur. Et petit disclaimer, ces compilateurs-ci aussi vous donnent des erreurs. Donc ils intègrent en fait des petits débogueurs à l'intérieur, parce que ce ne sont pas des débogueurs en soi, mais ce sont des petits débogueurs qui vous permettent de dire que voilà, les erreurs de syntaxe, les calculs, quand vous dépassez, peut-être vous faites un calcul qui part à l'infini, ça vous dit voilà, erreur de dépassement de variable, erreur de ceci, cela. Donc les petits débogueurs comme ça là, intégrés dans le compilateur. Donc on peut faire un test ici là pour que vous voyez directement. Voilà, je rouvre mon C et je vais créer une petite erreur ici, j'enlève le point virgule. Donc lorsque vous faites maintenant GCC comme ça, test.c, voilà, il vous donne l'erreur, la ligne de l'erreur. Donc là c'est la ligne 7. Donc si je rouvre ceci, je mets l'argument pour montrer les lignes. Voilà, il vous dit la ligne, effectivement c'est la ligne 7 parce que voici la ligne 7 ici. Et voilà, il vous donne, voici, il donne la ligne, il vous donne la colonne. C'est la colonne 31. Donc si on compte, là j'ai pas le temps de compter, c'est exactement à la colonne 31 ici qui manque un point virgule. Donc ça c'est un débogueur intégré au compilateur. Voilà, donc mais il faut faire la différence entre les deux. Maintenant en Java aussi on peut faire pareil. Donc j'ouvre Java, enfin mon fichier source, mon code source. Je crée aussi une erreur ici de point virgule. Donc ça ce sont les erreurs classiques de point virgule, mais il y a beaucoup d'autres types d'erreurs. Donc j'ai pas aussi parlé du type d'erreur.
Voilà, ils ont parlé, ils ont dit ici error expected. Voilà. Une function. Bon, généralement, on a le type d'erreur ici. Bon, vu que ça, c'est juste une erreur de syntaxe, donc ils ne vous donnent pas. Parce qu'ils peuvent vous renvoyer un numéro ou bien une nomination de l'erreur. Parce qu'il y a les erreurs sont régies par type. Voilà. Donc là, par exemple, je crois que ça, c'est le type erreur, mais bon, c'est un type générique. Ce sont les erreurs standards, en fait. C'est une erreur standard. Et donc, on va tester aussi avec Java. Donc, j'essaie de compiler en Java. Avec Java, la commande Java, je compile pour voir. Ça va me donner aussi commencer la ligne de l'erreur. Voilà, ça dit, vous voyez, erreur, point virgule, expected. Voilà, ça vous donne la ligne, ça vous donne l'instruction. Pareil, commencer. Voilà, sauf qu'en C, ici on dit before la collade fermante, mais ici, voilà, ils ne disent pas ça. Donc vous voyez que ça peut différencier un peu selon le langage. Mais on a toujours à faire de la ligne concernée. Donc ici c'est la ligne 4 effectivement. Et cette ligne qui est la quatrième ligne. Donc les débogueurs qui permettent de résoudre certaines erreurs sont intégrés au compilateur du langage. Mais il y a les débogueurs plus avancés qu'on a vu comme GDB qui permettent vraiment de tester, de manière plus approfondie. Comme on a vu, on pouvait exécuter ligne par ligne, changer les variables en temps réel pendant l'exécution, mettre des points d'arrêt, c'est-à-dire vous exécutez, vous voulez que ça s'arrête à un tel moment. Voilà, pour pouvoir tester manuellement et tout. Donc, je crois avoir tout dit pour cette vidéo. Donc, pour le moment, il y a beaucoup de choses, mais c'est de manière générale, il faut comprendre que pour programmer un langage, il faut son compilateur ou son interpréteur, voilà, et avoir un algorithme. Donc, pour le moment, on a deux éléments. On a un algorithme qu'on doit faire et on doit avoir un compilateur et ou un interpréteur. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'il a été instructif et on se revoit pour la prochaine vidéo sur le linkage. Sayonara les Nakama. Moussa fait le portrait comme au Beaux-Arts, loyal, poli, droit et sincère. Je respecte le code du Bushido. Mais si on met les armes à terre, c'est pour te faire une prise d'aïkido. Et la concurrence au cimetière, ne pensez pas mourir aussitôt. Mon katana taille leurs artères et broie leurs organes génitaux. Quand j'étais gauche, j'en ai pris des coups, j'en ai dans le ventre comme un seppuku.